Le roi de la montagne d'or, un conte de Grimm. Pour devenir riche, un marchand qui avait perdu tous ses biens passa un pacte avec un homme en noir. Il s'engagea à lui remettre dans 12 ans le premier être qui toucherait sa jambe à son retour chez lui. Or, ce ne fut pas son chien, comme il s'y attendait, mais son fils que ce jour-là fit ses premiers pas. Le père pâlit d'épouvante, et malgré l'argent qu'il découvrit dans son grenier, son angoisse grandit d'année en année. Lorsque les 12 ans furent écoulés, force lui fut d'avouer à son fils le serment qu'il avait prêté avec l'homme en noir. « Il ne pourra pas s'emparer de moi, assura l'enfant. Après s'être fait bénir par un prêtre, il s'enferma dans un cercle qu'il traça par terre et appela le noir individu. Tous deux parlementèrent et convirent d'un nouvel accord. Le garçon monterait dans une barque que le père pousserait sur une rivière. Que se passerait-il ensuite? Nul ne le savait. Il se passa ceci. À peine parti au fil de l'eau, le bateau chavirra et le père crut que son fils avait péri noyé. Il se trompait, c'est bien vivant que longtemps après, le jeune garçon échoua sur un rivage. Au loin, il aperçut un château et décida de s'y rendre. Il fut fort surpris de constater que personne n'y vivait. Pourtant, dans la dernière chambre qu'il visita, il vit une couleuvre qui autrefois avait été princesse. « Il y a si longtemps que je t'attends, dit-elle. Par pitié, délivre-moi ainsi que mon royaume du sort que l'on nous a jeté. Que dois-je faire pour cela? 3 nuits durant, 12 hommes en noir te battront et te piqueront. Si tu ne dis mot, le sortilège prendra fin. Et l'en sera ainsi, affirma-t-il. 3 nuits durant, il supporta les tortures des 12 hommes, en noir, sans jamais se plaindre, et ainsi, grâce à lui, la couleuvre redevint la jeune fille d'autrefois. Tandis que le château reprenait vie, elle se jeta dans les bras de son sauveur et l'embrassa de tout son cœur. Bientôt on célébrait les noces de la demoiselle, et le fils du marchand devenait le roi de la montagne d'or. Après 8 années d'un bonheur parfait avec sa femme et la fillette qu'il eut d'elle, il éprouva l'envie de revoir son père. Au moment des adieux, son épouse glissa à son doigt un anneau. « Il te transportera où tu voudras, » révéla-elle. « Mais jure-moi de ne point t'en servir pour me faire venir à toi. » Il jura, puis fit tourner la bague en souhaitant aller chez son père, et il apparut aussitôt devant lui. Comme il fut heureux de le revoir. Mais lorsqu'il lui conta qu'il avait épousé une princesse, qu'il avait une fille, qu'il était le roi de la montagne d'or, le vieillard ne voulut pas le croire. Fâché et oubliant son serment, le jeune homme fit tourner la bague à l'instant, son épouse et sa fille le rejoignirent. La reine en voulut tant à son mari d'avoir manqué à sa parole qu'un jour où il dormait près d'elle, dans un champ, elle reprit délicatement l'anneau. Ensuite, elle souhaita retourner chez elle, et la magie opéra. À son réveil, comprenant ce qui s'était passé, son époux se jura de la retrouver. Il se mit donc en route et chemina longtemps. Tandis qu'il franchissait une montagne, il rencontra 3 géants qui se querellaient. « Petit homme, dirent-ils, distribue-nous l'héritage de notre père. » Il s'agissait d'une épée qui coupait toutes les têtes, hormis celle de son propriétaire, d'un manteau qui rendait invisible et de bottes qui, à peine chaussées, vous menaient où vous vouliez. « Donnez-moi ces 3 choses afin que je vérifie leur pouvoir, proposa le roi. Dès qu'il eut l'épée à la main, le manteau sur le dos et les bottes aux pieds, il songea à son épouse et il disparut emportant l'héritage des 3 géants. Lorsqu'il arriva à son château, il apprit une nouvelle qui le mit dans une grande colère. Sa femme se remariait déjà. Comme il était invisible, il se glissa dans la salle du festin et se posta derrière la mariée. Il prit chaque assiette qu'on lui servit. Il but chaque verre qu'on lui versa, tant et si bien que la reine affolée et honteuse se réfugia dans sa chambre en sanglotant. Il posa alors son manteau, redevint visible et cria au noble prince, gente aux dames et autres invités, que la fête était finie. Ils eurent bien tort de rire de lui et de vouloir l'arrêter. Il brandit son épée magique, la laissa filer et elle coupa toutes les têtes, hormis la sienne. Et de nouveau il fut le roi de la montagne d'or. Fin. Le vilain petit canard, un conte d'Andersen.
C'était l'été. Le soleil brillait dans toute la campagne. Les blés étaient dorés et les chants d'oiseaux résonnaient dans l'air. À la lisière d'une paisible forêt, près d'un étang planté de roseaux, une cane avait bâti son nid et il lui tardait de voir éclore ses œufs. Enfin vint l'événement tant attendu. Les uns après les autres, les œufs commencèrent à craquer. Pip, pip, faisaient les cantons. Coin, coin, répondait la cane. Vous êtes tous là demanda-t-elle. Mais au même moment, elle vit que le plus gros œuf était encore entier et n'avait pas bougé. Laisse-le, lui dit son amie, la vieille cane. C'est sûrement un œuf de dinde. Les dindes, c'est stupide et ça ne sait pas nager. Mais la cane attendit, enfin le gros œuf se brisa. Pip, pip, fit le petit coin, coin. En voilà un énorme et vilain canton, dit la mère étonnée. Le lendemain, le temps était magnifique. La maman cane amena tous ses cantons nager. Plouf, plouf, firent-ils à tour de rôle. Le canton gros et gris y plongea à son tour. Ce n'est donc pas une dinde, pensa la vieille cane. Mais Dieu qu'il est vilain. Après le bain, vint le moment des présentations. La cane entra dans la basse-cour et ce fut une vraie consternation. Pauvre petit canard, tout le monde se moquait de lui. Va-t'en, criait la fille de la ferme. Si seulement le chat t'emportait, lui crièrent ses frères et ses sœurs. Sa mère elle-même l'observait maintenant d'un drôle d'air. Le lendemain, quand tout le monde dormait encore, le canton se faufila hors des plumes de sa mère et s'en alla. Il marcha longtemps et trouva enfin un bel étang où nageaient des canards sauvages et de jarres qui le narguèrent d'un air insolent. Tout à coup, pif paf, les plombs sifflèrent et les jarres tombèrent morts dans les roseaux. Les chasseurs étaient là. Le canton se cacha sous des feuilles et lorsque le calme revint, il poursuivit son chemin tremblant de peur. Il trouva enfin une ferme où vivait une vieille femme presque aveugle avec une poule et un chat. « Sais-tu pondre des œufs ?» lui dit la poule. « Sais-tu ronronner ?» questionna le chat. Comme il ne savait faire aucune de ces deux choses, le canton se sentit imbécile et s'en alla. Un soir, au coucher du soleil, le vilain petit canard vit passer de grands oiseaux au plumage d'une blancheur éblouissante. Jamais il n'en avait vu d'aussi beaux. Il était tout ému et poussa un cri très étrange qui l'étonna lui-même. Comme il enviait leur beauté, lui qui était si laid. L'hiver arriva, il neigea et gela très fort. Le canton faillit périr 20 fois de faim et de froid. Ce fut un vrai miracle s'il vécut jusqu'au printemps. Car le printemps revient un bon matin. Alors sortant des fourrés où il avait trouvé refuge, le canton se mit à voler. Ses ailes étaient assez fortes pour le porter loin. Tout à coup, près d'un jardin plein de pommiers en fleurs, il aperçut 3 cygnes blancs qui nageaient. Les mêmes exactement que ceux qu'il avait vus passer à l'automne et qu'il avait tant admirés. Il se posa sur la mare mais n'osa pas s'approcher des cygnes si beaux. « Pour qu'on se moque encore de moi ? Pas la peine, pensa-t-il. Mais que vit-il soudain dans le reflet que l'eau lui renvoyait ? Il n'était plus l'affreux canard, mais un cygne lui aussi, un cygne magnifique. Son bonheur fut soudain grand qu'il effaça tous les malheurs par lesquels il était passé. Alors les 3 cygnes s'approchèrent et le caressèrent de leur bec. Fin. Poussette, un conte d'Andersen. Poussette eut une coquille de noix pour berceau et un pétale de rose pour couverture. Une nuit, alors qu'elle dormait, un ignoble crapaud entra dans sa chambre. « Cette fillette ferait une ravissante femme pour mon fils, pensa-t-il. Et hop, il l'enleva. Au milieu d'une feuille de nénuphar, au bord d'un ruisseau, le crapaud déposa la coquille de noix. Quand Poussette s'éveilla, elle eut très peur, elle était prisonnière de l'eau. « Je te présente mon fils, qui sera ton époux, entendit-elle. Et quand elle vit les ignobles crapauds, elle se mit à pleurer. « Je ne suis pas un crapaud, pensa-t-elle. Pourquoi serais-je femme de crapaud ?» Les poissons de ruisseau avaient tout entendu. Pour sauver Poussette, ils coupèrent la tige de la feuille avec leurs dents. La feuille fut entraînée par le courant loin des affreux crapauds qui n'avaient rien vu.
Comme elle voguait sur l'eau, un gros hanneton saisit Poussette entre ses pattes et la mena dans sa famille en haut d'un arbre. Elle n'a que 2 pattes, elle n'a pas d'antenne. Pfff, qu'elle est vilaine! Se moquèrent tous les hannetons réunis. Comme elle ne plaisait à personne, le hanneton redescendit Poussette au pied d'une pâquerette. Suis-je donc si laide? Se demanda Poussette toute triste. Tout l'été, Poussette resta seule dans la grande forêt. Elle se nourrissait du pollen, des fleurs et buvait des gouttes de rosée sous une feuille d'anémone. Elle s'était fait un lit douillet. L'été passa, puis l'automne. Que vais-je devenir? Songeait souvent Poussette. Un matin, la forêt fut pleine de neige. Pauvre Poussette! Elle trembla de froid. Elle marcha longtemps et arriva épuisée à la porte d'un mulot qui vivait sous les blés coupés. Pauvre petite, pensa le melon en la voyant. Comme il était gentil, il lui proposa de passer tout l'hiver avec lui. Si tu t'occupes de ma maison et me racontes des histoires, tu auras à manger et à boire tout l'hiver, dit-il à Poussette. Le mulot avait un voisin qui était une taupe aveugle comme toutes les taupes. Ce voisin-là ne supportait ni les fleurs ni le soleil. Il est très riche, affirmait le mulot. Ce serait une grande chance si tu l'épousais. Suis-je une taupe? Se demandait Poussette. Je ne le crois pas. J'aime tant les fleurs et le soleil. Un jour, le voisin, taupe, invita Poussette et le mulot à visiter ses galeries. Ils trouvèrent un oiseau mort de froid. C'était une hirondelle. Poussette voulut rester auprès d'elle. Adieu, mon bel oiseau, dit Poussette, pressant sa tête contre la poitrine de l'oiseau. Alors, réchauffé par le souffle de Poussette, le cœur de l'hirondelle se remit à battre. Poussette s'occupa de l'hirondelle tout l'hiver. Elle la soigna de son mieux et s'en fit aimer. Le mulot et la taupe croyaient toujours que l'oiseau était mort. Poussette ne leur avait rien dit pour protéger son ami. Tes noces approchent, répétait le mulot à Poussette. Mais Poussette était désolée, elle n'aimait pas la taupe. Un jour, l'hirondelle dit à Poussette: « Je dois m'en aller, veux-tu m'accompagner ?» Et Poussette accepta. Elle s'accrocha au dos de l'hirondelle et ensemble elles firent un beau voyage. Elles arrivèrent enfin dans un jardin. « J'habite ici, dit l'hirondelle. » Il y avait un tas de fleurs blanches très très belles. L'hirondelle déposa Poussette sur une de leurs feuilles. Soudain, émerveillée, Poussette aperçut un petit bonhomme, un petit homme, pas plus grand qu'elle et transparent comme du verre. « Dieu, qu'il est beau !» songea Poussette. Il y avait partout des hommes et des femmes qui lui ressemblaient et pour qui Poussette n'était pas une étrangère. Mais le petit homme, si joli, était le roi de tous. Il portait une couronne d'or sur sa tête. « Veux-tu devenir ma femme ?» demanda-t-il à Poussette. Poussette accepta avec joie. « Mais Poussette est un bien vilain nom, et tu es si jolie. Nous t'appellerons Perlette. » Fin.